tous ceux qui nous suivent. Et bonjour Jean-Baptiste Noyac. Bonjour Hervé Roland. Un très grand plaisir de vous recevoir. Alors je rappelle que la Fondation Espérance Ruralité est l'une des fondations abritées par la Fondation pour l'école. Peut-être un petit rappel, nous avons 10 fondations abritées et celle-là nous est particulièrement chère. Alors vous avez participé donc en 2017 à la création d'Espérance Ruralité. Vous êtes donné un objectif très ambitieux, redynamiser la France périphérique, dont on parle souvent, en développant un nouveau modèle de collège, donc adapté aux besoins des territoires ruraux, donc le cours Clovis. Est-ce que vous pouvez nous le présenter, ce cours Clovis ? Oui, tout à fait. Merci beaucoup de me donner la parole. Donc, en septembre 2017, je me suis installé avec mon épouse et une équipe de 4 jeunes professeurs à La Fère, en Picardie. C'est une petite ville de 3000 habitants qui compte plus de 50% de chômage des jeunes et 35% de décrochage scolaire. En fait, depuis quelques années, j'ai été investi dans un réseau d'écoles qui développait des écoles alternatives dans les zones urbaines sensibles. Et puis, j'ai fait le constat que déjà, il y avait assez peu de monde. Il y avait beaucoup de monde qui était investi dans les banlieues, mais assez peu dans d'autres territoires que les banlieues. Et j'ai découvert, en rencontrant Christophe Guilluy, qui est un géographe et un sociologue que vous connaissez peut-être, qui est grosso modo le gars qui avait vu venir les Gilets jaunes 10 ans avant, quoi. Et la France périphérique. Et voilà, il a conceptualisé l'idée de France périphérique, donc pour ces territoires qui sont situés en dehors des grandes métropoles et de leurs banlieues. Et moi, ça m'a pas mal parlé parce que cette jeunesse qu'il décrivait, c'était en fait mon adolescence dans les champs de betteraves autour de l'aéroport de Roissy. Et je me suis senti du coup assez proche de ces enfants-là, et j'ai voulu monter cette école en me disant ce qui a marché peut-être dans les banlieues, pourquoi ça ne marcherait pas ailleurs. Et donc on est parti s'installer à La Fère avec une équipe de 4 jeunes professeurs. On a retapé un ancien Lidl, dedans on a mis des Algeco sur le parking, et puis ça fait une cour de récré. Et puis on a quelques élèves qui nous ont rejoints dès le début, une douzaine. Puis progressivement, ça a un peu grossi. L'origine des élèves, déjà C'était uniquement des enfants de La Fère, donc des habitants du territoire. C'était vraiment pour ça qu'on était là. Et l'objectif, c'est pour ça d'ailleurs qu'on a ouvert un collège, en se disant que si on commençait dès le primaire, on aurait peut-être plus de gens qui sont mobilisés. On aurait peut-être moins d'enfants dans la cible de familles culturellement défavorisées, alors que ce qu'on voulait, c'était vraiment toucher ces personnes-là. Et on risquait, au contraire, si on commençait trop tôt, d'avoir des familles plus mobilisées sur l'éducation de leurs enfants. Parce qu'en fait, concrètement, plus on est haut dans l'échelle sociale et dans les CSP+, plus on se préoccupe tôt de l'éducation de ses enfants. Et souvent, les familles les plus défavorisées, c'est au moment où l'enfant arrive au collège, voire même pire, qui se rendent compte que l'école n'a pas transmis ce qu'elle aurait pu transmettre, et du coup qui commencent à s'y intéresser. Donc on a commencé avec cette école, avec ce collège, avec dans l'idée vraiment de lutter contre le décrochage. En fait, les stats qu'on avait à l'époque, on connaissait très mal finalement les problématiques de ces territoires. Ce qu'on avait en tête, c'était 17% des jeunes de l'Aisne, donc à la fin de au moment de la JAPD, ne maîtrisent pas la journée défense. Ouais, même c'est JDC maintenant, c'est journée de défense et citoyenneté, ne maîtrisent pas correctement la lecture. On avait aussi une autre statistique qui me paraissait intéressante, c'était le fait de voir que 9 des 10 départements les plus touchés par l'illettrisme des jeunes sont des départements ruraux. Donc c'était essentiellement notre connaissance de ces enjeux-là. Et puis progressivement, en fait, on a fait évoluer notre perception de notre mission, parce que donc les premières années, les 2 premières années, on a eu des enfants qui étaient vraiment de familles, de milieux très très défavorisés, qui étaient vraiment pour lesquels finalement la réussite à l'école était très secondaire, dont les difficultés étaient vraiment des conséquences quasi mécaniques de la misère sociale. Et ça ne nous a pas surpris, puisque moi, c'était vraiment dans cette logique-là que je m'étais engagé. J'étais très imprégné de ces théories de Guilluy, donc avec un angle très social. Et puis, en fait, progressivement, ce qu'on a vu arriver, c'est des familles de milieux simples, de classe moyenne, mais qui... c'était pas Zola, si vous voulez. Ils n'avaient pas vécu forcément tous dans la violence, dans des difficultés intrafamiliales et tout ça. Mais tous étaient en grande difficulté sur le plan scolaire. Tous avaient d'énormes difficultés à lire correctement. Tous avaient des difficultés à écrire rapidement, ou en tout cas de manière suffisamment fluide pour pouvoir prendre les notes pendant un cours. Aucun n'était en mesure, en début de 6e, de faire un tableau de numération, unité, centaines, dizaines, milliers. Vous voyez. Donc des trucs complètement basiques, mais qui n'avaient pas été transmis. Et pire encore, on sentait réellement que
toutes les exigences qui nous semblaient les plus évidentes, le fait de tenir un cahier proprement, le fait de tenir compte de l'orthographe dans la copie et ce genre de choses, tout ça était tout à fait secondaire et n'avait pas du tout été un sujet jusqu'à présent dans leur parcours scolaire. Et donc, on s'est dit, mais en fait, ces difficultés qu'ont ces enfants-là, c'est pas uniquement la misère sociale, c'est pas les choix économiques, c'est pas que les choix économiques et sociaux, mais finalement, c'est d'abord l'école qui concourt au déclassement, si vous voulez, qui concourt au décrochage. Et du coup, on s'est dit, mais il faut qu'on commence plus tôt et qu'on ouvre un primaire pour pouvoir proposer une école d'excellence dès le début de la scolarité. L'idée, c'est vraiment de se dire, ces enfants-là, en fait, ils n'ont pas accès à un certain nombre de méthodes pédagogiques, d'alternatives pédagogiques, parce qu'elles sont très concentrées dans les métropoles. Toutes les écoles hors contrat, beaucoup des écoles hors contrat, en tout cas, et du privé sous contrat déjà, bien sûr. Le privé sous contrat, il est énormément concentré dans les grandes villes et dans l'ouest de la France. Mais sinon, très peu dans la France périphérique. Si on regarde, je me suis amusé à faire un peu des stats, mais en dehors de l'ouest parisien, de l'ouest de la France, pardon, et des métropoles, le privé sous contrat est 2 fois moins présent dans la France périphérique que dans les métropoles. Je me permets une incise. On a parlé un petit peu de chiffres. 122 écoles ont ouvert lors de cette rentrée. Je voudrais dire qu'il n'y en a que quasiment 40% dans la ruralité. Donc c'est un phénomène tout à fait nouveau et sympathique. Je profite de l'occasion pour le dire. Tout à fait. Le cours Clovis aujourd'hui, donc c'est... Alors quels sont les donc aujourd'hui, on a 70 élèves. On a donc du CP à la 3e, sauf le CM1, CM2 qu'on n'a pas encore ouvert, parce que du coup on avait commencé avec le collège et puis on s'est dit il faut ouvrir le primaire, donc on a ouvert le primaire récemment. Vraiment l'idée c'est d'offrir une école d'excellence pour tous, de permettre à tous les enfants de bénéficier de l'excellence pédagogique qu'il y a dans les écoles alternatives, des petits effectifs, un suivi individualisé, des professeurs éducateurs, avoir une école, un cadre apaisé. Ce qui nous a aussi énormément frappé, c'est que quasiment tous les élèves qui sont arrivés, 80% des élèves de notre première année, ils avaient été victimes de harcèlement scolaire. Le harcèlement scolaire, c'est une catastrophe dans beaucoup d'établissements. Et en fait, on a pris finalement... C'était physique, c'était Internet, c'était... C'était les deux, c'est tout. En fait, l'un est une continuité de l'autre, mais beaucoup de ces enfants, en fait, n'étaient pas suffisamment en sécurité à l'école pour apprendre et pour travailler. Et en réalité, moi, après, je me suis intéressé du coup aux statistiques nationales, mais c'est incroyable. On a le climat scolaire, le pire climat scolaire de l'OCDE. Juste avant, l'avant-dernier climat scolaire de l'OCDE, le pire, c'est le Chili. Et donc, c'est-à-dire que c'est en France qu'il est le plus difficile de faire cours, où les professeurs doivent passer le plus de temps à faire la discipline. 9%, la statistique, 9% des enfants sont harcelés à l'école, 12% en primaire. C'est plus, il y a plus de harcèlement, c'est contre-intuitif, pas forcément la chose qu'on a en tête. 12%, donc c'est effectivement un sujet très grave. C'est d'autant plus grave, à mon avis, dans la France périphérique, parce que, si vous voulez, l'école, c'est la première institution publique à laquelle on est confronté. Et donc, quand on a le sentiment de ne pas être entendu, de ne pas pouvoir faire prendre en compte la difficulté de ces enfants. Moi, j'ai des parents d'élèves qui ont été obligés de filmer leurs gamins dans la cour en train de se faire tabasser pour qu'enfin l'école réagisse. Et donc, ce sentiment au mieux de désintérêt, au pire de mépris qui est perçu de la part de l'école, il a un impact aussi sur le rapport aux institutions. Forcément, ça joue, quoi. Alors, j'ai une question qui vient, je pense, naturellement. Est-ce qu'il y a, je ne sais pas comment le formuler, mais une espèce de plan de rattrapage? Parce qu'il y a une phase que je qualifierais de préparatoire avant de rentrer, vu le niveau de ce que vous nous décrivez, tant sur le plan, je dirais, émotionnel que sur le plan des connaissances. Est-ce que vous êtes passé vous les faites passer par une espèce de phase transitoire? Mais en fait, tout dépend de l'âge du recrutement, si vous voulez. C'est pour ça qu'au primaire, on peut avoir un impact assez rapide sur le niveau scolaire, parce que on reprend les fondamentaux, et typiquement, si on commence dès le CP, on a un impact assez immédiat. Moi, je me souviens d'une petite fille dont les 2 grandes sœurs étaient au collège, mais on n'avait pas encore ouvert le primaire, et puis donc elle avait fait son CP dans le public. À la fin du CP, elle ne savait pas lire. Il avait été donc demandé qu'elle passe quand même en CE1. Elle était passée en CE1. À la fin du CE1, elle ne savait toujours pas lire. Et à la fin, on lui a dit il faudrait quand même que vous passiez en CE2 parce que c'est un cycle. En fait, vous savez, c'est le principe de cycle 1, cycle 2, machin. Donc en fait, à aucun moment on ne sanctionne à la fin d'une année. Ça se fait au bout du cycle. Et donc du coup, on accumule un certain nombre de difficultés.
Et là, la maman, voyant qu'on ouvrait le CP-CE1 au cours Clovis, elle dit non, mais on va la mettre au cours Clovis. Et au bout de 3 mois, elle savait lire, en fait. Et c'est pas parce qu'on est des magiciens, c'est parce que, de fait, on a des petits effectifs. Et ça, moi, je jette pas du tout la pierre aux enseignants de l'enseignement public, parce qu'ils sont dans des conditions très, très difficiles pour enseigner. On a des petits effectifs, on a un cadre apaisé, on peut exclure les élèves qui ne... Turbulents. C'est pas turbulents, mais qui sont violents, quoi, qui sont dangereux. Alors, au primaire, c'est quand même pas le cas. Mais au collège, il y a des enfants qui sont des enfants de 14-15 ans qui sont tellement blessés, qui sont violents, qui sont... et quand vous voyez en fait la façon dont ils sont pris en charge par le système pénal des mineurs, finalement, ils ne vont jamais dans d'autres structures que l'école. Donc à chaque fois, compte tenu de l'obligation scolaire, ils retournent dans l'école et ils sont ingérables et ils pénalisent tous les autres. Donc ça, c'est aussi un gros avantage que nous avons en tant qu'école hors contrat et privée de toute façon. Et nous voulons le mettre au service des enfants les plus démunis. Parce qu'il ne faut pas que l'école privée devienne simplement un moyen un filtre social ou financier. Il faut que les enfants qui ont le plus besoin de ces alternatives, finalement, ce sont les enfants les plus défavorisés qui, généralement, sont le plus en difficulté sur le plan scolaire. Alors, logiquement, une question sur la pédagogie d'Espérance Ruralité. Alors, c'est donc ce que je disais, il y a beaucoup d'invariants des écoles alternatives en général, les petits effectifs, le côté familial de l'école, le lien, la dimension professeur-éducateur, qui n'est pas que un professeur distant dans sa classe ou uniquement concentré sur les questions académiques, mais qui va jouer avec les élèves dans la cour, qui va déjeuner avec eux, qui va passer un certain nombre de moments gratuits qui vont lui permettre de connaître l'enfant et de créer une confiance dans l'adulte. Et donc pour définir notre pédagogie, elle tient en 5 piliers. Le premier, c'est la question de l'exigence académique. Et il est essentiel compte tenu des éléments qu'on vient d'évoquer. Donc ça va avec les petits effectifs, ça va avec des profs qui ont vraiment le souci d'avoir un suivi individualisé de chaque enfant. Donc le soir, en classe de CE2, vous avez des ateliers inspirés de la méthode Montessori où chaque enfant a des exercices adaptés à son niveau, à ses difficultés, ses facilités, pour pouvoir vraiment pousser les meilleurs le plus loin possible et aider les plus en difficulté à refaire leur retard. Ça, c'est donc pour ce qui est de l'exigence académique. C'est lié aussi aux méthodes pédagogiques. On laisse nos professeurs très libres des outils qu'ils utilisent, mais le critère, c'est tout de même que ce soit des méthodes progressives, qui aillent du simple au complexe, du connu à l'inconnu, du concret à l'abstrait, car nous sommes convaincus, et nous le voyons d'ailleurs notamment dans la méthode de lecture, que c'est particulièrement discriminant vis-à-vis des enfants les plus socialement défavorisés de faire appel à des méthodes comme la méthode globale, par exemple, ou semi-globale, puisque c'est celle qui est en vigueur actuellement, qui fait appel à un lexique préalable de l'enfant et qui, du coup, discrimine ceux qui n'ont pas ce lexique ou qui ont un lexique moins riche. Donc, l'exigence académique fondamentale. Deuxième point qui est essentiel pour nous, c'est le cadre apaisé. C'est-à-dire, en fait, ce serait même le premier, c'est-à-dire qu'il est impossible de travailler correctement dans un cadre où vous êtes menacé, vous avez tout le temps la peur au ventre. Alors, il ne faut pas non plus dramatiser la situation, mais tout de même, il y a une insécurité profonde qu'on voit, en tout cas, dont on voit les effets chez beaucoup de nos élèves dans les établissements dans lesquels ils étaient auparavant. Et on voit très vite à l'école, par les petits effectifs, par l'uniforme, qui va du coup mettre tout le monde sur un pied d'égalité. Et du coup, il n'y aura pas de critique, de marque, de tout ça. Tout cet environnement-là, il fait que, grosso modo, au bout de 3 semaines, 1 mois, généralement, c'est assez souvent la même durée. Je ne sais pas s'il y a des explications scientifiques à ça. Mais au bout de 3 semaines, 1 mois, les enfants commencent vraiment à s'apaiser, à prendre confiance en eux, à s'ouvrir. Et là j'ai eu un exemple qui était très caractéristique de ça. Et à chaque fois, on est surpris. C'est marrant parce que donc moi, j'ai confié la direction pédagogique du cours Clovis depuis 1 an ou 2. Et maintenant, je m'occupe de la direction de la Fondation Espérance Ruralité j'enseigne l'art oratoire à l'école. Et dans ce cours d'art oratoire, j'ai un élève qui arrive cette année, donc il avait sauté 2 classes, il était en 4e, il avait sauté 2 classes. Donc c'est un enfant qui était très introverti, et je me disais, bon, de toute façon, il a peut-être un retard de maturité, donc il doit être forcément introverti. En réalité, il avait été tout à fait victime de harcèlement avant de venir à l'école. Il avait très peur, en fait. Et donc, on faisait des exercices d'art oratoire. Et puis, depuis le début de l'année, il ne participait pas. Enfin, chaque fois qu'il était question de parler en public, il refusait d'y aller. Et il disait non, j'ai peur. Et il osait vraiment pas y aller.
Et là, au bout de 3 semaines, un mois, il a décidé finalement de monter sur scène. Il a demandé le premier à faire l'exercice, qui était un exercice qui n'était pas évident parce qu'il s'agissait progressivement d'augmenter le son de sa voix en commençant par un chuchotement et en terminant quasiment par un cri. Donc une voix très forte. Et il a été le premier à le faire, il a demandé à le refaire et je l'ai vu. Ça m'a beaucoup touché. Il avait acheté un bouquin des meilleurs, des plus grands discours de l'histoire, mais sans que je lui en ai parlé, si vous voulez. Et donc il semble maintenant s'intéresser beaucoup à la question de l'art oratoire, donc je suis vraiment très très ému par ça. Mais donc c'est vraiment dire l'importance du cadre apaisé pour permettre à un enfant de se révéler, de s'ouvrir. Et souvent les parents sont très émus de ça. Et ils n'en reviennent pas de voir leurs enfants qui avaient la boule au ventre avant d'aller à l'école, qui n'osaient pas se lever, c'était terrible. Il y a des mamans qui nous disaient, mais moi je vois très bien, ma fille elle pleure, elle a mal au ventre jusqu'à ce que le bus soit passé. Et dès que l'heure du bus est passée, c'est bon, ça va. Et elle sait qu'elle ne va pas aller à l'école, quoi. Donc il y a vraiment cette histoire de phobie scolaire, en fait, c'est juste une conséquence de cette atmosphère-là. Donc on arrive avec cet investissement constant des professeurs, qui sont à la fois profs et éducateurs, avec l'uniforme dont je vous parlais, avec tout un tas de relations organiques entre les professeurs et les élèves qui déplacent le simple cadre académique, et bien à créer cette atmosphère apaisée. Autre pilier alors ? Oui, troisième point, donc l'éducation à la liberté. C'est un point qui est très important pour nous parce qu'on se rend compte que beaucoup de familles sont confrontées à des difficultés sur le plan éducatif et que beaucoup de sujets extrascolaires rendent très difficile la question scolaire. Parce qu'en réalité, il y a les écrans qui envahissent toute la vie de nos jeunes et qui, en fait, du coup, font que très difficile de faire les devoirs à la maison. Il y a toutes les addictions qui sont liées aux écrans, que ce soit liées aux jeux vidéo, à la pornographie, tous ces sujets-là. Donc, il y a un vrai travail, en fait, sur l'éducation à la liberté qu'on essaye de faire. Et ce travail-là, il passe par la relation avec les professeurs, par différents outils. On travaille beaucoup, par exemple, l'art oratoire, par exemple. C'est une façon aussi de prendre l'enfant dans toutes ses dimensions et de l'aider progressivement à maîtriser ses passions et à devenir libre. Finalement, cette finalité de l'éducation, c'est celle qui est la finalité de toute éducation depuis les Grecs, si vous voulez. C'est l'anthropologie classique européenne qui est d'Aristote à saint Thomas d'Aquin, et c'est celle sur laquelle nous nous appuyons pour aider nos enfants, nos élèves à progresser sur le plan de la liberté. L'enjeu, c'est vraiment de prendre chacun au sérieux, de prendre chaque enfant au sérieux et de vraiment lui demander à chaque fois pourquoi est-ce qu'il fait cela, pourquoi est-ce qu'il a cette idée sur telle ou telle chose, toujours argumenter. Donc voilà, on prend l'enfant au sérieux et c'est vraiment très important aujourd'hui parce que, vous voyez, sur les réseaux sociaux et tous ces nouveaux outils peuvent très vite enfermer dans des idées très préconçues des choses parce qu'on ne les confronte pas aux autres. Et puis, il y a le phénomène de rumeur qui est très dommageable dans ce cadre-là. Donc, on essaie vraiment de travailler sur l'éducation à la liberté et c'est vraiment quelque chose de central dans notre pédagogie. Ça se fait avec les familles. Donc, quatrième pilier, vraiment la relation avec les familles, c'est essentiel d'investir les parents dans l'école, de leur faire une place, de les considérer. Je vous disais, beaucoup de nos parents d'élèves ont eu le sentiment d'être méprisés avant de venir ici. Et c'est très important d'entretenir cette relation par des moments qui soient des moments gratuits, un peu comme avec les élèves. On commence l'année par un barbecue de rentrée. On invite tout le monde à un goûter de Noël. Vendredi, hier, c'était la remise des uniformes. C'était un moment très important pour les familles qui étaient aussi présentes. Tout ça, c'est vraiment clé pour créer ce lien-là, créer cette confiance. Et du coup, après, on peut avancer sur d'autres sujets. Ensuite, on met en place des ateliers éducatifs où on fait intervenir des experts extérieurs sur des sujets qui sont choisis par les parents et auxquels les parents participent beaucoup et volontiers. On a souvent plus de la moitié des familles qui sont présentes dans ces ateliers, ce qui est beaucoup pour les éducateurs qui entendent ça. Peut-être qu'ils comprendront le point. Donc, vraiment, prendre les parents au sérieux et les respecter dans leur rôle de premiers éducateurs. Il ne s'agit pas de les culpabiliser, de leur faire honte sur telle ou telle difficulté, mais vraiment de leur rendre ce rôle-là. Et dernier point, la question de l'enracinement qui est pour nous clé. Simone Veil, la philosophe, disait l'enracinement est sans doute le besoin le plus important et le plus méconnu de l'âme humaine. Et ça consiste à puiser dans son environnement naturel la plupart de ses références culturelles. Or, aujourd'hui, nos élèves, eh bien, pour beaucoup, ils ont des prénoms américains, ils écoutent du rap de banlieue qui n'est pas du tout leur environnement immédiat. Et donc, ils ont du mal à se retrouver. Quand ils allument la télé, toutes les références culturelles qu'ils voient, c'est des références très urbaines.
Et c'est très difficile pour eux de se sentir valorisés, d'avoir le sentiment d'avoir leur place. Et donc, on insiste beaucoup sur l'enracinement local. On valorise, c'est pour ça qu'on s'appelle le cours Clovis, c'est on est à quelques dizaines de kilomètres de Soissons. C'est pour ça aussi qu'on a beaucoup d'activités dans le territoire. On va rencontrer les familles, enfin les personnes âgées de l'EHPAD ce sont la mémoire de ce territoire et pour qu'ils puissent vraiment le connaître. On va avoir aussi des actions au service du territoire. On va nettoyer les étangs de l'affaire, de tous les détritus qui traînent. On va avoir cette conscience et ce souci-là de s'enraciner dans le territoire et dans l'amour de la France, avec l'enseignement de l'histoire, avec l'idée d'avoir un regard qui soit juste mais bienveillant sur l'histoire de notre pays et le souci vraiment de le faire aimer. On dit souvent que l'objectif, c'est que nos élèves regardent l'histoire de notre pays comme ils regardaient l'histoire de leurs parents. C'est-à-dire, parfois, nos parents, ils ont pu faire des choses avec lesquelles on n'est pas d'accord, dont on n'est pas fier, mais il faut le regarder toujours avec une certaine bienveillance parce que c'est nos parents, et bien c'est ce à quoi on essaye d'amener nos élèves. Et on essaie surtout de les faire s'identifier aux beaux moments de notre pays, à nos gloires, à nos héros, à nos grandeurs, aux grands personnages de notre histoire. Et ça passe vraiment par un enseignement très incarné de l'histoire. Et donc, on travaille beaucoup là-dessus, avoir une histoire qui soit incarnée, où vous avez le professeur d'histoire qui raconte Austerlitz avec les boulets qui sifflent, avec tout ça. Et c'est très important pour transmettre cela. Très intéressant. On pourrait beaucoup épiloguer, mais je crois qu'on va revenir un petit peu à l'idée de le créateur, donc d'une fondation, d'une école. Et vous avez parlé de l'équipe tout à l'heure. Est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu, je comprends que la responsabilité pédagogique évolue. L'équipe aujourd'hui, elle a suivi, c'est combien de gens, ça marche comment, etc. Alors c'est très intéressant parce que cette question de l'équipe, il y a deux niveaux. Il y a l'équipe, à mon sens, qui est le portage de l'école, si vous voulez, tout ce qui est la structure juridique, l'association. Et puis il y a l'équipe pédagogique. C'est important d'être... vous savez, on connaît le dicton, tout seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Je sais qu'il est très important d'avoir à terme une équipe dense, mais pour démarrer un projet comme ça, je pense qu'il faut... c'est pas forcément une mauvaise chose que de ne pas être trop nombreux, vous voyez, d'avoir une équipe assez resserrée. Moi, je crois beaucoup à l'entreprise individuelle et à la notion d'entrepreneuriat social, vous voyez, d'entrepreneur social qui dit on va faire quelque chose ici et on va y arriver. C'est quelque chose qui est intéressant, sur lequel on réfléchit beaucoup en ce moment, nous, parce que le modèle habituel des écoles hors contrat, c'est plutôt des parents qui se réunissent, qui montent une asso et qui, du coup, doivent s'accorder sur un objectif commun. Avec un certain nombre de contraintes, parce que la pérennité de l'école n'est pas nécessairement assurée, puisqu'on ne sait pas si les parents demeureront une fois que leurs enfants sont partis. Il y a aussi des enjeux de juger parti, puisque le parent peut forcément, s'il est dans l'asso, est-ce qu'il va décider dans l'intérêt de son enfant ou dans l'intérêt de l'école, qui n'est pas toujours peut-être le même. Donc je crois que c'est très important de commencer avec cette idée d'entrepreneuriat social, et nous on a vraiment besoin de ça parce que dans notre modèle de développement, en fait, il n'y a pas dans une ville de 3000 habitants, vous avez assez peu finalement de gens capables de s'engager pour porter un projet d'école où il faut lever 500 000 euros par an à terme, et où il faut avoir la dimension juridique, la dimension économique et tout ça. Donc moi je crois que le modèle sur lequel on travaille nous pour Espérance Ruralité, et qui à mon avis est à creuser pour les écoles hors contrat, c'est plutôt ce modèle de l'entrepreneuriat social où quelqu'un décide d'aller monter un projet à tel endroit et qui ensuite mobilise autour du projet. Ensuite, c'est essentiel de mobiliser autour de ce projet-là. Et ça se fait par le résultat. Alors, il faut forcément, vous n'y allez jamais tout seul, il faut forcément mobiliser une équipe. Au départ, on avait cette équipe de 4 professeurs qui se sont agrégés autour du projet. Vous avez, alors, ce serait difficile de les présenter à tous, mais vous avez par exemple parmi eux Grégoire, qui est toujours professeur à l'école, qui lui était ingénieur dans la grande distribution, en logistique, et puis qui du coup ne trouvait pas le sens qu'il aurait voulu dans son travail. Et quand je lui ai parlé de ce projet, il m'a dit ok, mais moi j'ai toujours voulu essayer de devenir le prof que j'aurais aimé avoir, parce que lui il a beaucoup manqué quand il était à l'école et au collège d'une école plus incarnée, plus concrète.
Et donc voilà, on s'est lancé dans ce projet. Il était ingénieur, c'est lui qui enseigne les mathématiques et la science. Et il y en a d'autres comme ça. On avait, dans la première année, on avait un prof qui était notre prof d'histoire, qui était à la fois, qui était un ancien de la banque, et il avait fait Sciences Po avant, et il était prof d'histoire. L'enjeu pour nous, en fait, c'est donc maintenant d'attirer des profs dans ces territoires-là qui ne sont pas très dynamiques. Donc c'est important de bien payer les profs. Et souvent, le modèle pour une école hors contrat, on essaye de faire au plus serré, parce qu'on finance l'école avec les contributions des familles. Donc notre modèle, il est un peu particulier. C'est vraiment un modèle pour les enfants plutôt en difficulté du territoire. C'est un modèle assez, je dirais, désintéressé. Enfin, c'est toujours désintéressé, parce que quand on s'engage dans un projet comme ça, même pour y inscrire ses enfants, on y donne beaucoup de soi. Mais là, à l'origine, c'était pas pour y mettre nos enfants, c'était vraiment pour les enfants de ces territoires-là. Et donc, le sujet, c'est vraiment comme par ce biais-là, on peut avoir une levée de fonds qui soit sur le caractère social de l'école. On en reparlera peut-être sur le modèle économique. Mais... alors justement, puisqu'on parle d'investissement, mobilisation, caractère social, une question évidente, comment réagissent les autorités locales? Bienveillance? Alors ça dépend lesquelles. Dès le début, on a été très bien accueillis par la commune, qui a vu tout de suite l'intérêt que ça pouvait représenter pour le territoire, qui nous a prêté des locaux pour pouvoir faire les premiers rendez-vous avec les familles, parce que le Lidl était pas encore, la peinture n'était pas encore sèche. On a du coup eu tout de suite de très bonnes relations avec elles. Ils nous ont prêté des locaux aussi pour le sport. Enfin, donc ça se passe très bien avec la commune. Moi, ce qui m'a beaucoup surpris, c'est la façon dont on a été reçu par les établissements publics, et pas que d'ailleurs, même le privé du coin, où il y a vraiment une logique de concurrence et de défiance, quoi. Moi, je suis arrivé un peu la gueule enfarinée, voir donc j'ai appelé au moins 40 fois la dame du bahut privé sous contrat qui est pas loin. Elle n'a jamais voulu répondre au téléphone. Aucune réponse. Jamais. Et la dame du public, elle est venue. Enfin, pardon, elle n'est pas venue. Je l'ai appelée pareil. Elle m'a reçu en juin, donc après un an d'appel dans le vide. Et je suis arrivé dans son bureau, je lui ai présenté ce qu'on voulait faire. À l'époque, on était vraiment dans une logique très sociale. Donc on disait, on est complémentaires. On est là pour, en gros, traiter les enfants que vous n'arrivez pas à prendre en compte, qui trouvent pas leur place dans le système. Ils le reconnaissent, ça ? Non, justement, elle m'a dit, écoutez, monsieur, c'est très bien. Donc j'ai présenté mon truc. L'entretien a duré 12 minutes. J'ai présenté mon truc, elle m'a dit, écoutez, monsieur, c'est très bien, mais ce que vous dites, c'est super, mais un enfant, s'il est chez vous, il n'est pas chez moi, donc que vous le vouliez ou non, on est en concurrence. Et terminé, bonsoir. Donc voilà. Depuis, sans la moindre reconnaissance d'un éventuel échec Non, mais à la limite, je ne lui demande même pas ça. On est tous les deux dans le même bateau, on sait qu'il y a des grandes difficultés dans ce territoire, il y a des enfants qui ont besoin d'aide. Donc moi, je pensais vraiment qu'elle comprendrait qu'il y avait des besoins. Et ce qui est plus grave encore que cette indifférence initiale, c'est que ces établissements passent leur temps à dire qu'on n'est pas une vraie école, il y a des pressions, des parents qui veulent sortir leurs enfants, qui leur disent mais vous allez voir, vos enfants ne pourront jamais avoir le brevet, c'est pas une vraie école, c'est une secte, c'est pas des vrais professeurs. Donc ça, c'est une vraie guerre de tranchées locale que j'imagine. Il y a des demandes de plus en plus nombreuses. Oui, exactement. Et malgré ça, ce qui est énorme, c'est-à-dire que dans une ville de 3000 habitants, où vous avez déjà un collège public et un collège privé pas loin, et pas dans la même ville, mais à proximité, on est passé de 10 à 70 élèves en 4 ans, malgré le Covid, malgré les difficultés de transport. Donc il y a une vraie demande. Moi, c'est l'enseignement principal que je tire de cette expérience, et c'était une interrogation qu'on avait avant de commencer, c'est de se dire, est-ce qu'il y aura un mouvement suffisant des gens qui ne sont pas forcément dans les milieux très culturellement favorisés, pour se dire, on va quand même se soucier de l'éducation de nos enfants dès l'école. Et en fait, il y a un tel fiasco de notre enseignement public que tout le monde cherche une alternative. Et donc, les parents sont en demande d'alternatives, malgré le fait qu'on leur dise, vous allez voir, c'est pas une vraie école, c'est une secte et tout. Ce qui nous a aussi beaucoup aidé, c'est qu'on a eu une dame qui était assistante maternelle dans le coin, qui, au bout de quelques mois, est venue nous voir. Elle a dit, écoutez, voilà, ça c'est un enfant. Elle est venue avec un enfant qui avait une quinzaine d'années, qui était un enfant qu'elle avait adopté après l'avoir eu comme enfant placé chez elle. Et il était harcelé, il était en grande difficulté à l'école. Et elle nous a dit, j'ai tout essayé, est-ce que vous pouvez essayer ? Et donc on l'a eu chez nous.
quelques semaines, même pas 15 jours après, elle reçoit un coup de fil de l'orthophoniste qui lui dit vous êtes allé à Lourdes? Alors elle dit non, je suis pas allé à Lourdes, non. Elle dit mais parce que c'est bon, votre fils a plus besoin de moi en fait. Il s'est complètement débloqué sur l'écriture fine et tout, donc moi j'ai plus rien à faire quoi. Et donc elle a été du coup un moteur très important pour notre acceptation, en tout cas dans le bouche à oreille. Mais ça continue. Là, on a toujours des retours de familles. Pour vous dire même l'ambiance, on a un élève qui était brillantissime en fin de troisième. Pas en fin de troisième, pardon. On l'avait eu en sixième. Il avait fait sixième, cinquième. Quatrième chez nous. Au bout de 3 ans, c'était un enfant qui était très difficile sur le plan du comportement, mais qui était vraiment brillant sur le plan intellectuel. Mais il envoyait des chaises à la tête des gens quand il n'était pas content et tout. Dieu merci, il n'était pas très costaud, mais bon quand même. Et au bout d'un moment, les psys ont dit mais ce serait bien qu'on le fasse passer dans un cadre un peu plus grand, parce que là, c'est vraiment un petit cocon, donc ce serait bien qu'il aille pour continuer à progresser. Il a bien progressé maintenant, mais il faudrait qu'il aille dans un cadre plus grand. Je dis allez dans l'enseignement privé, c'est pas la même taille d'établissement. Vous avez sans doute plus un bon intermédiaire entre ce qu'on fait nous et puis le collège public. Elle va voir la maman, donc l'emmène son fils voir la directrice de l'enseignement privé à côté, et elle lui dit mais vous venez du cours Clovis? Il dit ouais. Mais non, mais c'est pas la peine, il pourra pas suivre le niveau ici, c'est pas la peine qu'il vienne. Alors la mère dit mais faites-lui faire un test, on verra. Le gamin était brillantissime. Et elle dit non, c'est pas la peine, il n'arrivera pas. Et donc ils l'ont pas pris sans lui faire de test, juste parce qu'il venait de chez nous. Ce qui est un peu fou, remarque personnelle, c'est que vous cassez le cliché des écoles indépendantes pour contrat, école de riches, parce qu'il y a quand même toujours un peu. Vous vous occupez spécifiquement des enfants en difficulté ou de familles en difficulté, mais ça ne passe pas. Alors on va prendre quelques questions du public, mais peut-être juste avant de venir. Ça passe pas. Je vais dire un truc mais ça passe pas parce que les écoles privées aujourd'hui sont devenues des écoles de riches, et que du coup on les remet un petit peu face à leur contradiction quoi. Alors peut-être en une minute. Les projets pour l'avenir, parce que donc c'est une fondation. Pour l'instant, il y a un cours Clovis, et on peut supposer que la ruralité, elle est vaste en France. Donc... Oui, tout à fait. Aujourd'hui, donc, on a une école, le cours Clovis, qui a donc 70 élèves. On va avoir d'autres écoles qui vont ouvrir dans les prochaines années. L'objectif, c'est d'ouvrir 5 écoles d'ici 2027. Donc, on a un projet en Charente, on a un projet en Bourgogne, et on a un projet dans la Somme pour les prochaines années. Et donc, on va travailler à accompagner ces projets et pour pouvoir en ouvrir un dès septembre 2022. Là. La Fondation pour l'école tâchera d'être là, évidemment. Alors, on va prendre les questions du public. Je crois qu'il y en a pas mal. Donc, nous écoutons la première question. Merci pour cette intervention. Il y a effectivement des questions du public, notamment une intervention. Je suis très émue par votre discours. J'aimerais tellement une école comme la vôtre pour mes enfants. Aidez-vous des personnes désireuses de monter une école similaire à la vôtre? Donc vous venez d'y répondre en partie. Quels moyens très concrets existe-t-il pour vous contacter? Alors, il est possible de nous contacter sur notre site internet www.espéranceruralité.org. Il y a un formulaire de contact. On peut aussi envoyer un mail à cet endroit-là ou appeler au téléphone. En effet, c'est une bonne remarque. On est toujours demandeur de porteurs de projets qui voudraient ouvrir des écoles comme les nôtres dans leur territoire. Donc ça, on travaille à faire des appels à projets pour que d'autres puissent se manifester. On va accompagner ces porteurs de projets en leur mettant à disposition à la fois l'expérience qu'on a pu acquérir dans le développement de cette école, un certain nombre d'outils pédagogiques qu'on développe actuellement au cours Clovis. Et l'idée, c'est de constituer ce réseau. Il y a pas mal de demandes, en fait. Moi, je suis assez frappé de voir qu'on accuse, comme vous le disiez, beaucoup les écoles hors contrat d'être des écoles pour riches, mais il y a énormément de profs qui veulent monter des écoles pour les plus démunis. Mais juste, il n'y a pas le modèle financier, le modèle économique pour ça. Et nous, ce qui a permis de le faire, c'est que moi, j'avais déjà travaillé dans un réseau de ce type, donc j'avais connaissance d'un certain nombre de financeurs possibles pour développer ces écoles-là. Et du coup, on a fait, je pense, l'inverse, c'est-à-dire de ce que font les écoles hors contrat habituellement, c'est-à-dire qu'on a dit on demande très peu aux familles, donc on a des enfants qui sont de milieux défavorisés, donc on peut communiquer sur la dimension sociale du projet, donc on peut avoir des financements. Mais c'est un risque au départ, parce que vous n'êtes pas sûr d'avoir le monde. Donc là, nous, ça s'est bien passé et on a pu le faire.
Le vrai sujet, à mon sens, c'est comment est-ce qu'on pourra... parce que derrière ça, la question, c'est quand même une question de justice scolaire. C'est-à-dire que ces enfants-là, ce sont ceux qui auraient le plus besoin de ces écoles et ce sont ceux qui ont le moins accès. Nous, on va ouvrir 5 écoles, mais après, on ne pourra pas en ouvrir plus que ça. Parce qu'en fait, sur fonds privés, c'est intenable ad vitam. Donc, l'objectif, c'est quand même qu'à terme, il puisse y avoir un financement de ces écoles-là sur fonds publics. C'est quand même incroyable de se dire qu'il y a une demande, mais qu'elle est bloqués. Ces enfants sont captifs en fait du système éducatif. Sujet que nous connaissons par cœur, sur lequel quand même nous travaillons et on a continué de travailler. Peut-être une autre question, enfin la bonne nouvelle, c'est qu'il y a visiblement d'autres porteurs de projets de cette ampleur. Oui, il y a d'autres porteurs de projets qui se manifestent effectivement. Une autre question peut-être beaucoup plus concrète. Certaines personnes se demandent si le règlement intérieur définit déjà les raisons d'exclusion des élèves. Alors plus généralement, quels outils pédagogiques et éducatifs vous privilégiez dans votre école ? Ouais, l'objectif, c'est jamais d'exclure un élève. Souvent, c'est un choix de l'élève qui, au bout d'un moment, se rend compte par lui-même qu'il n'est plus en mesure de suivre le cours. Moi, il m'est arrivé plusieurs fois. Je me souviens par exemple d'un élève, la première année, un gamin il avait vraiment tiré toutes les mauvaises cartes au jeu de la vie, quoi. Il était le dernier ou l'avant-dernier d'une famille de 4 garçons que sa maman avait eu avec 4 papas différents. Donc son père voulait pas le reconnaître. Il n'avait jamais eu de relation avec lui. Il avait été viré d'établissement en établissement. Il était vraiment très blessé et il avait de grandes difficultés en classe. Et donc, il mettait le bazar en classe pour en fait donner le change, quoi. Et puis du coup, le ton est monté. Il se fait sortir de classe. Il voulait quitter l'établissement. Donc moi, j'avais fait barrage pour pas qu'il s'en aille. Mais il en était quasiment venu aux mains avec moi. Et je lui avais dit, et il m'avait insulté. Je lui avais dit, écoutez, pas de problème. Moi, je veux bien que vous restiez. Bon, là, vous allez rentrer chez vous ce soir. Vous revenez, si vous voulez revenir, vous me présenterez des excuses devant le reste de l'école, puisque toute l'école était là au moment où il avait eu ce comportement-là. Et il a choisi de ne pas revenir. Et malheureusement, on ne pouvait pas faire autrement, si vous voulez. Et ce qui est très triste en plus pour ce garçon-là, c'est qu'après, il a quitté l'école, il a fait 3 ans à glander. Pendant 3 ans, il a eu aucune activité. Et ça faisait déjà 4 ans qu'il était viré de bahut en bahut. Il a mis sa copine enceinte, il a tapé sa mère, enfin il était complètement à la dérive. Maintenant il est dans un EPID, donc c'est une sorte de centre pas de rééducation, mais de retour à l'activité, à l'emploi, enfin ou de préparation à une activité professionnelle en lien avec l'armée. Moi je suis convaincu que ces établissements-là, s'ils existaient plus tôt, on lui aurait évité 5 ans de galère, quoi. Et en fait il était juste pas adapté à un cadre scolaire. Il ne s'agit pas de dire il faut mettre tout le monde en centre de redressement et tout ça. Il s'agit de dire en fait il y a des enfants qui sont trop blessés aujourd'hui, de fait c'est le cas, pour être dans un cadre qui soit compatible avec l'étude pour les autres, quoi. Peut-être une question, peut-être d'une ou deux. Oui, une question sur les évolutions que vous pouvez constater chez vos élèves, les progrès, les réussites. Écoutez, c'est assez beau. Donc je vous ai donné quelques anecdotes, mais grosso modo, ce qu'on constate assez schématiquement, c'est que beaucoup des élèves qu'on accueille en début de collège, qui ont déjà d'énormes difficultés sur le plan scolaire, on va avoir un impact. C'est parce qu'on va avoir un impact sur le plan éducatif qu'ils vont pouvoir ensuite se débloquer sur le plan scolaire. Donc ça prend plus de temps. Et souvent, s'ils ont d'énormes lacunes en arrivant au collège, ils ne vont pas pouvoir tout rattraper, si vous voulez. Mais on a grosso modo à peu près tous nos élèves. Il n'y a qu'un seul élève qui n'a pas eu le brevet dans nos élèves, donc on a quand même permis à tous les élèves de l'avoir, quasiment tous, sur les 2 dernières promotions, alors que dans leur contrat, vous savez que on passe le brevet dans des conditions beaucoup plus difficiles, qui sont des conditions d'un examen. On le passe vraiment. On passe vraiment, exactement. Et nous, on est ravis de cette situation, parce que du coup, on prépare vraiment nos élèves à un examen, mais ces statistiques, du coup, sont particulièrement... disent quelque chose de différent des statistiques officielles, ou classiques. Deuxièmement, les élèves que nous avons au primaire, là nous voyons un impact très significatif des enfants. Aujourd'hui, nos élèves de primaire, de CP, CE1, CE2, ils apprennent avec les livres de lecture
de la librairie des écoles, c'est ces livres de lecture qui sont dans les meilleures écoles hors contrat de l'Ouest parisien, nos élèves apprennent avec ces mêmes méthodes-là. Et ils ont le même niveau d'exigence. Et donc, je demandais à une de nos instituts l'année dernière, en quoi notre exigence est différente finalement de ce que les élèves ont eu auparavant. Il me dit, c'est très simple. Nous, nos élèves en fin de CE2, ils écrivent 15 lignes de cours. Quand ils prennent leur cours, ils écrivent 15 lignes de cours. Dans les classes à côté, ils sont jusqu'en CM2, ils écrivent dans les tests à trous, quoi. Donc forcément, ce niveau d'exigence-là, il produit des résultats sur les enfants. Moi, je suis frappé, par exemple, de voir le vocabulaire de nos élèves. Comme on les vouvoie, on voit qu'ils demandent puis-je aller aux toilettes, et les parents sont ravis qu'on ait cette exigence-là avec eux. Moi, je suis frappé. C'était une maman qui me disait, mais nous, on était hyper heureux de voir qu'ils parlent plus comme avant. Maintenant, ils parlent ils parlent vraiment comme quelqu'un qui a appris des choses. On sent qu'il a appris des choses à l'école. Et... On sent qu'il y a eu une transmission. Oui. Jean-Baptiste, on pourrait parler des heures. Et je crois que je me ferai l'interprète de tous ceux qui nous écoutent pour ce témoignage, cette réalité à la fois émouvante et très rafraîchissante, et surtout qui casse ce cliché vis-à-vis des écoles indépendantes. Parce que là, s'occuper de la ruralité, s'occuper de ces enfants défavorisés, j'ose dire un très grand bravo. Nous avons terminé, mais je crois que vous n'avez pas terminé. Donc, une très bonne route pour les années qui viennent. Merci beaucoup.